Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale. Pourquoi? Parce que c'est ma première vidéo en français sur cette chaîne. Ma première vidéo en français va parler du TDAH bien évidemment. Ça va être une vidéo descriptive, donc une vidéo qui, explique ce que c'est que le TDAH, donc ADHD. Si vous avez regardé mes vidéos d'avant en anglais, vous savez sûrement de quoi je parle. Si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Je fais des vidéos en anglais sur des tips and tricks. Et sinon, là, je démarre une série en français qui justement va à peu près faire la même chose qu'en anglais, mais pour moi c'est d'une manière différente parce que c'est pas du tout la même mentalité qu'on a dans les pays anglophones et dans les pays français sur le TDAH. Mais voilà, ça me tient vraiment à cœur de faire cette vidéo. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout sans couper, sans m'arrêter. Donc, ok, on commence. Pourquoi j'ai ce livre dans mes mains? Parce que ça a été un livre qui m'a été recommandé par ma psychiatre quand je me suis fait diagnostiquer. C'est un livre super qui parle du TDAH justement. Mon cerveau a encore besoin de lunettes, ça veut dire en gros, ça parle du TDAH chez les adultes. Pourquoi je vais mettre de ce livre dans cette vidéo? Parce que ça fait extrêmement longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo justement pour expliquer le TDAH. Et je n'arrive pas à m'y mettre et à faire la transition anglais-français. Donc maintenant, c'est le jour et j'ai besoin de ce livre pour m'aider. En fait, moi, ce que je préfère, c'est justement l'improvisation. Donc, écoutez, là, ça va être de l'improvisation, mais contrôlée. Et vous inquiétez pas, vous allez avoir beaucoup d'informations dans cette vidéo qui va vous être très utile. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le TDAH? Donc, le TDAH, c'est le trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. On a le premier mythe du TDAH qui est que tout le monde peut l'avoir. Avant de dire ça, j'aurais peut-être dû commencer par justement la description de ce que c'est le TDAH. Et je vais faire ça justement à l'aide de mon petit livre. Donc, en fait, pour poser un diagnostic, on a besoin d'avoir des critères précis. Donc une brève description avant de vous lancer dans les critères ultra précis. Le TDAH, c'est du coup, comme je disais, un trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Donc c'est-à-dire que on parle de personnes qui ont un degré spécifique d'inattention, d'impulsivité et d'hyperactivité. Ça va être les trois mots qu'on va principalement auxquels on va s'intéresser dans le diagnostic d'une personne qui a le TDAH. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours? Par exemple, pour moi qui ai TDAH, ça va être d'être très facilement déconcentré par des stimuli extérieurs, que ce soit visuel, audio ou sensoriel. Il suffit que je sois sur mon ordinateur et que j'ai pas mes écouteurs à réduction de bruit pour entendre en fait tout ce qui se passe autour de moi et que ça me déconcentre. Donc j'ai toujours ma réduction de bruit sur mes oreilles. Il suffit que je vois un oiseau à la fenêtre. Et en fait ça c'est le côté très cliché, mais c'est quand même un côté qui est là, donc de distraction un peu. Et ça c'est vraiment le tip of the iceberg, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses en fait dans le TDAH qui est souvent méconnu. Et les gens ont surtout l'impression que c'est juste quelqu'un qui fait oh, un oiseau qui est juste facilement déconcentré. Et ça peut être le cas. Et c'est pour ça aussi que quand on parle d'inattention, on parle de rêverie, de décrochage un peu. On n'est pas vraiment présent ou on va écouter une conversation puis en fait on va penser à autre chose et du coup on va pas écouter la personne. On va en fait complètement déconnecter. Donc ça c'est le côté inattention. Ensuite, on a le côté impulsivité qui va plutôt être couper la parole, acheter des choses impulsivement, émotionnellement aussi être très impulsif. Ça, le côté émotion, c'est une bulle complètement à part mais qui touche tout le TDAH et qui est encore plus méconnue que l'impulsivité et l'hyperactivité par exemple. Donc impulsivité, ça va être des choses comme ça. Et ensuite, l'hyperactivité, voilà, ça peut être plus ou moins présent chez certaines personnes, comme les deux autres critères, donc inattention et impulsivité. Ça va vraiment être des échelles qui sont très personnelles en fait par rapport à chaque individu qui a le TDAH, mais il y a des critères très précis pour rentrer dans la case TDAH. Donc ça je vous expliquerai après. Mais en termes d'hyperactivité, on va parler de, par exemple, quelqu'un qui a tout le temps besoin de toucher quelque chose ou d'être, en fait, d'avoir la bougeotte par exemple, ou qui va avoir comme un espèce d'envie tout le temps de bouger ou de se dépenser. Qui va avoir du mal à rester en place pendant longtemps, qui va avoir besoin de faire quelque chose avec ses doigts comme je disais tout à l'heure. Enfin, j'ai souvent besoin de pianoter un peu des doigts comme ça ou d'avoir quelque chose dans mes mains ou de bouger. Vous pouvez peut-être le remarquer dans mes vidéos, celle d'avant, où j'ai toujours besoin de... Je peux jamais rester droite comme ça pendant toute la vidéo, je suis toujours en train de bouger. Typiquement, ça va être des signes d'hyperactivité qui vont être plus ou moins forts voilà, chez chaque personne. Donc ça va être vraiment les trois critères, inattention, impulsivité, hyperactivité. Maintenant,
il y a des critères très précis pour en fait diagnostiquer une personne TDAH, quelles que soient les cases qu'elle coche. Il faut qu'en fait les critères, quel que soit leur nombre, soient présents d'une certaine manière. Et en fait, justement, on parle de les symptômes du coup doivent être présents depuis l'enfance. Donc chez les adolescents et les adultes, on doit pouvoir retracer des symptômes d'inattention ou d'hyperactivité, impulsivité de façon rétrospective dans la période autour ou précédant l'âge de 12 ans. Donc avant on parlait de 6 ans, maintenant je pense qu'il y a eu plus de recherches, donc celui-là il est sorti en 2017. Il y a eu plus de recherches qui montrent que en fait on ne s'intéresse pas forcément avant 12 ans et surtout pour les filles, à partir de 12 ans, c'est là qu'on devrait commencer vraiment à avoir des symptômes et que parfois c'est pas forcément visible avant. Il faut que en fait les symptômes aient été présents à partir de cet âge-là. Bien sûr, ils se manifestent pas de la même manière de l'enfance à l'âge adulte, mais il faut qu'ils soient persistants depuis au moins 6 mois, donc il faut qu'ils soient en fait constants dans le temps. Ça peut pas être juste ah pendant un mois j'étais complètement hyperactif ou j'arrivais pas du tout à me concentrer sur cette chose-là, mais après ça allait mieux. En fait, si c'est pas pendant 6 mois consécutifs, c'est pas considéré comme quelque chose qui peut en fait diagnostiquer un TDAH. Ensuite, elle doit se manifester, ces critères, ces symptômes doivent se manifester dans au moins 2 environnements différents. Donc ça peut être à l'école, dans la famille, avec les amis, dans un groupe social autre. Ça doit être vraiment 2 environnements au moins. Donc par exemple, pour mon cas personnel, j'avais des critères et des symptômes très très présents à l'école qui m'empêchaient de faire mon travail correctement. Ensuite, dans mon cercle relationnel avec mes amis, j'avais des symptômes d'impulsivité, d'émotionnalité, c'est peut-être pas un mot ça, d'émotion très marquée qui m'affectait dans ce groupe-là. Au sein de ma famille aussi, c'était très présent. Donc en fait, partout dans ma vie, ça m'affectait. Donc au moins 2 environnements, ça c'est très important. Si la personne ne rencontre que des soucis d'attention, par exemple à l'école, on va pas forcément se tourner vers un diagnostic de TDAH parce que il faut que voilà, ça touche au moins 2 environnements. Et c'est vraiment le plus important et je pense que c'est ce point-là que les gens ont tendance à oublier ou ne comprennent pas. C'est qu'il faut vraiment que les symptômes entraînent une atteinte fonctionnelle significative dans une ou plusieurs sphères de sa vie quotidienne. Donc encore une fois, on parle d'environnement et de sphère. Il faut vraiment que ça porte atteinte en fait au fonctionnement de la personne. Donc si la personne par exemple se sent très mal dans sa famille et a des problèmes justement d'attention ou d'agressivité, d'impulsivité, d'hyperactivité, quoi que ce soit au sein de sa famille, mais que quand elle est à l'école ou quand elle est avec ses amis, tout va bien, aucun souci, ça peut peut-être révéler d'autres choses de sa vie, mais pas forcément un TDAH, puisque on retrouve ça que dans un seul environnement. Et surtout, le plus important dans ce point, c'est que ça doit porter atteinte, ça doit vraiment être une entrave. Ça veut dire qu'en fait, c'est des difficultés qui résonnent dans la vie de la personne et qui font vraiment du mal sur le long terme et sur le moment en fait. Donc c'est difficile à expliquer, mais c'est-à-dire que si quelqu'un vient me voir, par exemple, qu'on a une conversation sur le TDAH et qui me dit mais c'est vrai que moi aussi j'ai souvent des problèmes d'attention, c'est vrai que j'ai souvent la bougeotte, c'est marrant, peut-être que je suis TDAH. Et je leur dis mais est-ce que ça te pose problème dans la vie? Est-ce que c'est problématique pour toi? Est-ce que ça te donne de l'anxiété? Est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que tu as l'impression d'être un ovni? Est-ce que tu as cette espèce de crise existentielle constante où tu te demandes qu'est-ce qui va pas? Bah non, c'est juste que voilà. Bah dans ce cas-là, t'es pas TDAH. Ça doit causer des conséquences en fait véridiques sur la vie, c'est-à-dire un défaut de la qualité de vie dû à ces particularités d'un individu, donc que ce soit l'impulsivité, l'hyperactivité, etc. Ces caractéristiques ont un impact direct sur la qualité de la vie de l'individu. S'il n'y en a pas, dans ce cas-là, ce ne sera pas forcément un TDAH. Bien sûr, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue ni psychiatre, donc tout ce que je dis là, c'est vraiment mon expérience personnelle, ma compréhension du TDAH, et c'est juste à pur titre éducatif. Donc ne prenez pas ça du tout comme un diagnostic. Maintenant, bien sûr que je vous raconte pas n'importe quoi et que généralement justement j'essaie de vous aider et de vous sortir des faits. Justement c'est pour ça que je vais mettre dans un livre parce que j'avais pas envie de dire des choses qui soient pas exactes, etc. Donc c'est pour ça que je me repose sur ça. Le 5e point, donc des symptômes TDAH, c'est qu'ils ne sont pas mieux expliqués par une autre problématique psychiatrique, médicale ou psychosociale et ne correspondent pas au niveau de développement normal pour un âge. Donc ça veut clairement dire que si on trouve une autre explication, c'est-à-dire, imaginons, il y a eu un drame familial
ou une perte d'un être cher, quoi que ce soit en fait qui puisse expliquer ces troubles de l'attention et cette phase dans la vie d'un individu où la personne est complètement déboussolée ou autre, ou que ce soit un trouble physique, mental, etc. En fait, il faut toujours, au diagnostic du TDAH, faire très attention à ces choses qui peuvent en fait affecter le comportement d'un individu, outre le TDAH. Donc c'est la première chose que fait un psychiatre, c'est justement essayer de détecter s'il n'y a pas autre chose qui puisse expliquer ça. Maintenant, si la personne remplit tous les critères que je vous ai dit jusque-là et que le médecin détermine qu'il n'y a pas d'autre chose qui puisse expliquer tout ça, alors là on commence à se diriger vers un diagnostic du TDAH. Mais c'est vraiment après avoir vu tous ces points qu'on peut vraiment se diriger vers un diagnostic. Il faut plusieurs symptômes en fait, un nombre minimum de symptômes contenus dans la liste suivante. Donc la liste suivante, je vais vous la lire ensuite, il y a un côté inattention, un côté hyperactivité, impulsivité. Il y a une coccinelle qui se dirige vers moi, j'aime pas du tout ça. En fait, du coup, il y a 3 types de TDAH. On a le TDAH combiné, donc qui va être inattention et hyperactivité, impulsivité. Ensuite, on a une autre case, j'aime pas appeler ça case, mais qui est TDAH inattention prédominante, et l'autre qui sera TDAH hyperactivité prédominante, hyperactivité, impulsivité. Les deux vont ensemble. Donc, pour les cases de l'inattention, on a donc 9 caractéristiques qui peuvent diagnostiquer un TDAH. Première chose, prête difficilement attention aux détails, il fait des erreurs d'inattention. Donc ça peut être constamment oublier des lettres dans des mots quand tu écris en français, ça peut être rendre des devoirs en maths où c'est bourré de petites fautes d'inattention, c'est-à-dire t'oublies d'encadrer les résultats à la fin, ou t'oublies de mettre la phrase finale, ou t'oublies d'écrire ton résultat, ou des choses comme ça. Moi ça m'arrivait énormément en cours, où on me disait mais si t'avais juste relu ta copie, t'aurais peut-être eu plus de points parce que là t'as perdu des points bêtement. Et j'avais tout le temps cette remarque de perdre des points bêtement. Et encore une fois, tout ce que je dis, c'est pas à prendre séparément, c'est-à-dire c'est pas juste ça qui m'a fait me faire diagnostiquer bien évidemment. Donc c'est pour ça que j'aime bien répéter ça, pour pas que tout le monde s'identifie comme TDAH, parce que c'est pas juste ça. Mais voilà, je vais pas le répéter tout le temps, mais en gros, ça c'était un des points qui... Voilà, je voulais vous expliquer un peu plus de contexte. Et le deuxième, c'est a du mal à soutenir son attention. Donc ça, c'est à double tranchant dans le sens où on verra que dans le TDAH, il y a ce qu'on appelle l'hyperfocus, qui peut être justement être trop à fond dans quelque chose parce que ça nous intéresse énormément et du coup on n'arrive plus en fait à se détacher. Et ça c'est explicable par justement des phénomènes dans le cerveau que je voudrais expliquer dans une autre vidéo complètement dédiée à ça. En fait, comment fonctionne le cerveau TDAH. Et donc je vous expliquerai, mais là, ce point-là, a du mal à soutenir son attention, c'est vraiment, en fait, au quotidien, a du mal à rester sur une tâche à la fois, pense toujours à faire 3000 choses en même temps, a du mal à juste se mettre à un projet ou une tâche et la finir. C'est difficile de soutenir l'attention en fait. Et du coup, on a envie de passer à autre chose très vite. La troisième, c'est ne semble pas écouter quand on lui parle directement. Très fréquent. Ne se conforme pas aux consignes et ne termine pas ses tâches. Bah voilà, j'ai un peu anticipé cette caractéristique. Sans qu'il s'agisse de comportement d'opposition, il rajoute. Donc ne termine pas ses tâches, c'est clairement le fait de sauter d'une activité à une autre, on va dire, sans vraiment prendre le temps en fait, d'aller jusqu'au bout des choses, parce que généralement les étapes finales d'un projet sont les plus ennuyeuses, et le cerveau TDAH ayant besoin de dopamine et de stimulation, généralement abandonne en fait avant d'arriver à la fin. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un espèce de saute-mouton d'une activité à une autre. Ensuite, on a de la difficulté, l'individu a de la difficulté à planifier et à organiser ses travaux ou ses activités. L'individu évite, repousse ou fait à contre-cœur les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu. L'individu perd des objets nécessaires à son travail ou à ses activités. L'individu est facilement distrait par des stimuli externes ou par ses propres idées. L'individu fait des oublis fréquents dans la vie quotidienne. Donc ça peut être oublier ses clés, oublier son sac, oublier ses cours, oublier ses livres, tout le temps oublier quelque chose, sa carte pour aller manger à la cantine, sa carte bleue, enfin bref, je vais pas faire une liste complète. Hello! Donc me voilà de retour pour la fin de la vidéo. Je suis désolée, j'ai dû changer d'endroit parce que j'ai été
interrompu, mais c'est pas grave, on continue. Alors, du coup, je pense que j'avais fini avec les oublis justement de la vie quotidienne, donc oublis fréquents. Maintenant, ça c'était les caractéristiques de l'inattention. Donc si vous avez écouté, que vous avez noté vous-même tous ces points-là et que vous vous amusez à cocher, tant mieux pour vous. Ce sera un test qui ressemblera sûrement à ce que vous verrez chez le psy si jamais vous faites diagnostiquer officiellement. Mais bien sûr, comme je vous dis, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, donc ne prenez pas ça comme un test officiel. C'est juste à titre informatif, encore une fois. Donc maintenant, je vais vous parler de l'hyperactivité et de l'impulsivité. Donc c'est divisé en deux parties. Là, je pense que vous pouvez voir hyperactivité motrice juste ici. Et ensuite, je crois qu'on a l'impulsivité, juste là. Donc là, ce que j'ai fait, c'est en fait toute la partie inattention. Et là, je vais vous parler de ça. Donc, je ne sais pas si ça vous correspond à vous, le fait que je lise. J'espère aussi que j'ai le droit de lire ce livre et de vous en parler comme ça et que c'est pas une atteinte à, je sais pas, le copyright ou j'en sais rien. Bref, on verra avec le temps. Donc, quand je parlais d'hyperactivité motrice, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, le premier critère, c'est l'individu remue souvent les mains et les pieds, il bouge sur son siège. L'individu se lève souvent dans des situations où il doit demeurer assis, typiquement en classe par exemple. L'individu court ou grimpe partout, entre parenthèses, en vieillissant, sensation de fébrilité ou de bougeotte. Donc ça typiquement j'aime bien vous donner des exemples pour ce que vous imaginez, parce que là on parle quand même de TDAH chez les adultes. Donc quand il parle de fébrilité en vieillissant, c'est-à-dire quand on passe les 18 ans on va dire, c'est en fait de sentir cette impression de toujours vouloir se lever, vouloir faire quelque chose, un peu cette espèce de feu intérieur. Souvent je me retrouve avec cette sensation de fébrilité où en fait l'envie de faire quelque chose, mais c'est assez difficile à décrire. Enfin bref, on va décrire ça comme de la fébrilité et de la bougeotte. Donc ça c'était le troisième critère. Le quatrième, c'est a du mal à se tenir tranquille à l'école, au travail ou dans ses loisirs. Et ensuite le cinquième, l'individu est souvent fébrile ou survolté. Donc ça, je pense que ça peut référer à en fait à une espèce de transition qui se fait assez souvent dans le TDAH, cette impression de montagne russe où on peut être très léthargique et tout d'un coup super excité d'un truc ou parler de quelque chose comme si c'était la meilleure des choses qui venait nous arriver. Donc on parle d'avoir trop d'énergie en fait, qui va avoir besoin d'interaction sociale, etc. Et l'individu parle souvent trop. Et ça, c'est encore quelque chose que je remarque énormément chez moi. Je m'en suis de plus en plus rendu compte que maintenant, en fait, dès qu'on me donne la parole, surtout quand je suis avec des gens avec qui je me sens très très bien et en qui j'ai confiance, j'ai tendance à complètement parler trop de moi. Mais voilà, parle souvent trop, ça c'est vraiment quelque chose comme si c'était un peu incontrôlable, quelque chose qu'on fait sans vraiment s'en rendre compte avant que ce soit trop tard et après on se sent très très mal en fait. Ensuite, du coup, ça j'ai fini, donc ça c'était les 6 points de l'hyperactivité motrice. Maintenant, l'impulsivité. Donc l'individu répond aux questions avant qu'on ait fini de les poser. L'individu a de la difficulté à attendre son tour et l'individu interrompt souvent autrui, il impose sa présence. Ça c'était le côté impulsivité, donc c'est vrai que si on a tendance à s'immiscer dans les conversations ou qu'on finit les phrases aussi, ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément dit ici. On va finir les phrases, couper les gens, penser à ce qu'on va dire avant d'écouter l'autre, c'est des choses encore une fois qui nous arrivent à tous, mais dans le TDAH en fait c'est tout le temps, enfin c'est tout le temps en fait cette envie d'en finir, de couper les gens et souvent on le fait en fait. Enfin c'est pas seulement les pensées, c'est vraiment l'action, c'est-à-dire de toujours, moi j'ai ça avec mes amis, ma famille, etc. qui parlent et je vais toujours finir leur phrase. J'attends pas qu'ils réfléchissent, dès qu'il y a un moment je m'immisce et hop je finis leur phrase parce que peut-être ça va pas assez vite pour moi. Enfin j'ai du mal à me rendre compte pourquoi mais je le fais tout le temps. Donc voilà, ça c'était les 3 critères, donc les deux colonnes dont on a parlé, c'est l'inattention et l'hyperactivité. Et là, je vous parlais de l'hyperactivité motrice et de l'inattention. De l'impulsivité, pardon. Maintenant, ce que je veux dire par rapport à tous ces critères, c'est que là, ils sont propres à ce livre-là que je suis en train de lire. Maintenant, j'en ai vu d'autres en ligne qui étaient par exemple en anglais où il y a des tests en fait qui sont pas forcément. Enfin, un test n'est jamais officiel si ce n'est pas fait par un spécialiste, donc un psychologue, un psychiatre, un neuropsychiatre. C'est neuropsychologue? Non, je crois neuropsychiatre. Bref, quelqu'un, vraiment un professionnel de santé qui est apte à vous diagnostiquer. Donc, tant que ce n'est pas un professionnel de santé qui vous parle, ce n'est pas un test à prendre au sérieux, en gros.
Donc évidemment, ce test que je viens de faire avec vous, c'est à titre indicatif. Et en plus de ça, en fait, chaque point que je vous ai donné n'est pas forcément les points que vous retrouverez dans d'autres tests en ligne. Ça peut être des versions de ça, comme je vous disais par rapport à l'impulsivité, j'avais vu dans plusieurs tests que c'était vous finissez souvent la phrase, les phrases, vous interrompez un tel, vous n'arrivez pas à patienter dans une queue parce que vous êtes trop impatient. Enfin voilà, il y a toujours des petites variantes, donc il faut faire attention à ça dans le sens où voilà, c'est pas juste je réponds pas exactement à ça, donc je suis pas TDAH. Parfois vous avez des tests aussi qui vont vous demander à quel degré vous l'êtes. Et du coup, au bout d'un certain degré, ils vont calculer en fait si vous l'êtes vraiment ou pas. Donc il y a plein de tests différents en fait qui vont être toujours autour des critères du DSM-5. Donc ça, c'est en fait c'est les critères officiels qui sont sortis. C'est un livre qui sort tous les 7-8 ans, il me semble, même plus. Le dernier, le DSM, il est sorti en 2013, donc il va bientôt être renouvelé. Et en fait, c'est sur ça que se basent les critères de diagnostic du TDAH. Le DSM-5, ça comprend en fait tous les critères du diagnostic de plein de maladies psychologiques et psychiatriques. Donc c'est pas juste le TDAH, mais voilà, c'est le critère de référence en fait. Et à partir de ça, dans ces livres-là ou sur Internet, on retrouve voilà, des variations de ces critères-là pour s'auto-diagnostiquer, entre guillemets. Ce qui, encore une fois, et je ne le répéterai assez jamais, n'est pas un diagnostic officiel. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé, j'espère que vous avez réussi à comprendre un peu plus ce que c'est que le TDAH, comment ça se définit. Je vais vraiment finir cette vidéo ici parce que là ça fait déjà plus de 25 minutes que je tourne, donc je vais avoir beaucoup de montage à faire. Mais en tout cas, j'espère que vous avez compris, j'espère que c'était clair pour vous. J'ai souvent l'impression que je veux vraiment convaincre tout le monde en fait et faire en sorte que tout le monde sache que ça existe vraiment. Et c'est quelque chose qui atteint énormément de gens. Et voilà, ça me frustre parfois de penser qu'on ne pourrait pas prendre ça au sérieux quand on voit vraiment tous les dégâts que ça fait sur les personnes qui sont atteintes et qui ne sont pas diagnostiquées. Donc c'est pour ça que voilà, je voulais vous partager tout ça, faire en sorte que vous ayez les bons outils pour au moins le détecter chez des personnes qui pourraient en avoir besoin ou pour vous, tout en sachant que allez voir un docteur. Si jamais vous soupçonnez être TDAH ou que quelqu'un que vous connaissez a peut-être le TDAH, n'hésitez pas à en parler à cette personne et la rediriger vers un professionnel de santé, comme je vous disais tout au long de cette vidéo. Donc merci encore de m'avoir regardé sur cette vidéo, merci de votre soutien sur cette chaîne. On est déjà 1000 abonnés, donc c'est la première vidéo que je fais après avoir dépassé les 1000 abonnés, donc merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés. Merci énormément de votre soutien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.